Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Gap. C'est une incroyable histoire, une success story à l'américaine. Hello les amis, bienvenue sur Russe 360 TV. The place to be pour toi aussi, créer ta marque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la marque Gap. On va parler de son succès incroyable, de sa chute, mais également les raisons qui ont causé la chute et ce que nous, on peut apprendre de cette histoire. Pour commencer l'histoire de Gap, on va retourner en 1969 à San Francisco, aux États-Unis. Un couple nommé Doris et Donald Fisher ont décidé d'ouvrir un magasin dans lequel ils vendent que des jeans et de la musique. À l'origine, ils ont pensé appeler leur magasin Jeans and Discs. Un jour, Doris a dit à son mari on devrait peut-être l'appeler The Gap parce que finalement cette boutique qu'on va ouvrir, ça marque vraiment une différenciation entre la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, et les anciens, donc les baby boomers à l'époque, et la génération d'après-guerre. Tout simplement, ils ont décidé d'appeler leur magasin The Gap pour bien montrer que voilà, c'était la nouvelle génération, c'était la nouvelle. Ils voulaient s'habiller de façon casual et de façon tendance. Leur client cible, c'était les 12-25 ans. D'ailleurs, quand ils ont ouvert leur boutique, ils l'ont ouvert à côté d'un lycée et d'une université. Dans 1973, ils ont décidé de non seulement vendre des jeans Levi's, mais aussi de s'ouvrir à d'autres marques et de créer eux-mêmes leur propre marque de jeans. Alors en 1975, soit 6 ans après l'ouverture de la première boutique, Gap faisait plus de 100 millions de chiffre d'affaires dans tous les États-Unis. Il y avait 186 boutiques. Ça a été un succès monstre de telle sorte que l'année d'après, en 1976, Gap est entré en bourse. Lorsqu'ils sont rentrés en bourse, ils ont acheté la marque Banana Republic et la marque Old Navy, donc c'est devenu un groupe, donc le groupe Gap, Gap Inc. En 1987, Gap valait déjà 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en 15 ans, c'est devenu la marque de référence américaine. C'était le magasin le plus connu, le plus cool, que tout le monde voulait vraiment dans les années 80, les années 90. Avec le succès de la marque, le couple a décidé de devenir actionnaire de sa marque et de prendre un directeur général nommé Mickey Drexler qui était là pour passer l'entreprise d'une entreprise américaine lambda à une grosse multinationale. Le nouveau directeur général, c'est lui qui a mis en place, vous savez, la boutique Gap telle qu'on la connaît, donc c'est-à-dire les murs blancs et le sol le sol en bois qui brille, un peu glossy. Ils ont fait pas mal de pubs qui ont révolutionné les années 90. Gap est passé de la marque des jeunes qui voulaient se dire voilà, oui, on est différent de nos parents, à une marque américaine qui est cool. La marque était devenue un phénomène américain, de telle sorte que Sharon Stone a mis un vêtement Gap pour aller aux Oscars en 1996. C'est pour vous dire l'engouement qu'il y avait autour de cette marque. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette marque américaine, aujourd'hui une des marques qu'on ne voit plus, qui est en déclin, qui est en chute, qui a dû fermer des boutiques, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a causé cette chute? Alors, une des premières choses qui a causé le déclin de Gap, c'était le fait qu'ils travaillaient avec des usines en Asie du Sud-Est qui n'étaient pas aux normes. Il y a un bâtiment qui s'est écroulé et qui a causé la mort de 500 personnes. Gap avait également des usines qui employaient des enfants pour travailler, ce qui est complètement scandaleux, hypocrite, puisque Gap avait tellement de succès qu'ils ont créé la marque Gap Kid et la marque Gap Baby. On voyait des enfants heureux, souriants, occidentaux. Et derrière ça, on entend qu'il y a des enfants en Asie du Sud-Est qui travaillent et qui d'ailleurs souvent n'étaient pas payés par ces usines-là pour fabriquer les vêtements d'autres enfants. Donc vous imaginez un peu le tollé et la mauvaise image que ça renvoie. Surtout que Gap se veut cool, sympa. En fait, l'image que Gap voulait renvoyer de l'Amérique très cool, l'Amérique casual, on est cool, on est sympa, ça s'est vite retourné puisque là c'était l'Amérique puissante qui écrase un autre pays plus pauvre où on fait travailler des enfants pour que nous on puisse donner l'image d'être cool. Donc ça déjà, ces deux choses là, ça a été une catastrophe pour l'image publique puis leur réputation. Le premier magasin qui a été créé, c'était le magasin où on pouvait aller en tant que jeune et trouver tous les styles de jeans, tous les styles de formes, tous les styles de couleurs. Le problème, c'est que chez Gap, au fur et à mesure du temps et de leur évolution, ils ont cessé de vendre les autres marques. Ils ont commencé à vendre que des jeans Gap, mais ils n'ont pas offert assez de diversité dans ce qu'ils proposent dans les jeans. Donc par exemple, dans les années 2000, voilà, c'est vrai qu'on aimait bien les tailles basses, etc.
Gap n'en offrait pas parce qu'ils étaient coincés dans l'image traditionnelle, genre je suis la grande marque américaine. Il n'y a pas tous les styles de jeans et puis il n'y a pas tous les styles de fit. Voilà, si vous êtes une femme un peu ronde, un peu avec un fessier ou etc. Voilà, il y a de grandes chances que les jeans Gap ne vous vont pas très bien. D'ailleurs, la marque Gap, pour leurs jeans pour les personnes plus size, ils mettaient 15 $ en plus que pour les femmes et pas pour les hommes. Donc là, on peut dire que c'est sexiste. C'est aussi de la discrimination envers les personnes plus size. Donc bon, ça la fout mal. Donc vous voyez là, il y a quand même un gel entre l'image qu'ils veulent renvoyer, leur pub, etc., etc. La réalité derrière ce qu'ils font vraiment. Donc vous êtes cool, vous êtes machin, etc. Mais vous mettez 15 $ en plus pour les jeans plus size. Par contre, les hommes qui sont plus size, eux, ils ont le même prix. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ça a été aussi un tollé. Une autre chose que les gens leur reprochent, c'est le service client. Alors quand tu arrives chez Gap, c'est vrai que les vendeurs, ils ont l'air un peu nonchalants, parfois un peu arrogants aussi, qui veulent pas vraiment aider, ils savent pas vraiment. Et puis le magasin n'a pas su évoluer dans le temps. Quand tu rentres dans le magasin, il y a plein de choses, plein de jeans, et puis ils vendent leur espèce de t-shirt et capuche que personne ne veut. Il faut savoir qu'à partir des années 2000, ils ont commencé à vraiment baisser en chiffre d'affaires, commencé à baisser aussi en notoriété. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont appelé encore des stars, ils ont appelé Jessica Parker, Missy Elliott, Madonna, des stars de l'époque. Voilà, bon, c'était bien sympa tout ça, mais bon, ça suffit pas à remonter la notoriété ou l'image d'une marque juste en mettant des stars. Alors Gap, ils étaient tellement perdus dans leur Zumba qu'en 2010 ils se sont dit bon tiens, il faut voilà, on n'arrive pas à capter les jeunes parce qu'ils n'arrivent plus à attirer de nouveaux clients. Donc ils se disaient bon bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de sortir un nouveau logo. Bon, d'accord, donc nouveau logo qui ressemble étrangement au logo American Apparel puisqu'ils ont utilisé le même font Helvetica, donc ça ressemble pas mal. Et puis après ils ont mis un petit carré en haut bleu juste pour dire bah voilà, juste au cas où tu te rappelles pas, en fait c'est nous, c'est Gap et tout machin. Ça a pas du tout plu. Ça fait un flop de telle sorte que 6 jours après ils avaient tellement honte qu'ils ont tout enlevé et ils ont remis l'ancien logo. Donc moi, selon moi, le vrai problème avec Gap, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir des nouveaux clients. Pourquoi? Parce que Gap a fait une erreur monumentale. Parce que la marque Gap a suivi la génération baby boomer. C'est-à-dire que les personnes qui avaient entre 12 et 25 ans en 1969, 70, etc., toutes ces personnes-là, dans les années 90, c'est-à-dire 15 ans après, ils étaient cadres avec des enfants bien installés, donc ils continuaient à acheter du Gap pour aller au travail, l'idée de mettre du kaki. Ensuite, même avec Gap Baby et Gap Kid, ils ont continué à acheter des vêtements de chez Gap pour leurs enfants parce qu'ils étaient attachés à cette marque qui était la marque de leur jeunesse. Gap n'a pas travaillé sur sa veille concurrentielle, n'a pas travaillé sur le branding de base, la raison qui a fait que ça a marché. Ils ont oublié cette raison-là et ils se sont focalisés sur l'argent, sur le profit, sur le faire en plus possible, acquérir des marques, faire des choses. Si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo sur la marque Louis Vuitton. Vous pouvez aller voir cette vidéo, vous allez voir la différence qu'il y a entre la marque Louis Vuitton et la marque Gap. Pourquoi? Parce que Louis Vuitton, ils sont restés sur leur branding d'origine, sur leur idée d'origine, c'est sur ce qui a fait leur succès. C'est très important les amis pour nous les entrepreneurs de comprendre notre clientèle cible, leur mentalité. Il y a une courbe qui s'appelle la courbe de diffusion et dans cette courbe là, on va voir les 5 types de clients qui existent. Dans cette courbe, il y a plusieurs types de clients, donc c'est divisé en 5 parties. Donc la première partie, c'est les personnes innovateurs. Donc ça, c'est les personnes les plus sensibles aux nouvelles choses et les gens, bah, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils vont l'acheter, ils vont le prendre, ils n'ont pas besoin de l'avis de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un trait de personnalité. Ça peut être aussi un trait au niveau de l'âge, parce que quand on a 14 ans, 13 ans, 15 ans, qu'on est adolescent, on a envie de nouveautés, on essaie de nouvelles choses, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. Et donc voilà. Ensuite, les innovateurs, ça représente 2,5% de la population totale. Ensuite, on a les premiers adeptes. Donc ces personnes-là, c'est des personnes aussi qui n'ont pas vraiment besoin de l'avis de l'autre pour acheter. Ça veut dire que bon, ils vont pas chercher forcément la nouveauté, mais s'il y a quelque chose de nouveau qui leur plaît, ils vont aller acheter sans vraiment attendre que les gens leur disent leur avis, etc. Donc ça, c'est à peu près 13% de la population.
Ensuite, il y a la majorité précoce. Donc la majorité précoce, ça représente à peu près 34% de la population. Donc ces personnes-là, c'est des gens qui vont acheter, mais voilà, ils vont attendre quand même le retour d'autres personnes pour qu'ils leur disent voilà, comment le produit est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, machin. Bon voilà, ils vont pas trop hésiter, ils vont y aller. Donc ça, c'est la majorité précoce. Ensuite, il y a un autre 34% de la population qui fait partie de la majorité tardive. Ça, c'est des gens qui prennent le temps, qui à la réflexion avant d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça représente à peu près 34% de la population. Ensuite, les retardataires. Donc les retardataires, c'est 16% de la population. C'est des gens par exemple qui n'ont pas voulu s'inscrire sur Facebook et qui se sont inscrits sur Facebook en 2020 parce que voilà, le temps de la réflexion, de voir les pour et les contre, de voir est-ce que c'est bon, quels sont les risques, machin. Et là en 2020, voilà, puisque tout le monde y est, qu'ils ont vu que voilà, personne a explosé, il n'y a rien qui s'est passé, personne, voilà, ils se disent je fais un compte comme ça juste pour voir. Voilà, ça c'est les gens, les retardataires. C'est des gens aussi qui ont encore des portables sans internet par exemple. Gap, ils ont attiré très vite les innovants et les premiers adeptes. Ils ont tout de suite la majorité parce que ça a suivi. Dès que ça a plu, dès que les gens ils ont vu ce que c'était, ça a plu, ça a fait effet boule de neige. Du coup, ils se sont oubliés, ils ont oublié d'analyser ce qui a fait ça plu, le mécanisme derrière. Pour que quelque chose marque, que ce soit de la musique, que ce soit une marque, que ce soit quoi que ce soit, il faut que les innovateurs et les premiers adeptes, ces personnes-là qui vont enclencher la vente chez les autres personnes. Vous comprenez? Donc, Gap, le problème c'est qu'ils sont restés cool, ils se sont pas mis à jour, ils n'ont pas fait de veille concurrentielle, rien du tout. Donc qu'est-ce qu'aurait dû faire Gap pour éviter le problème qu'ils ont eu? Déjà être plus honnête, des usines qui s'écroulent, des enfants qui travaillent. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui ont eu ce scandale, mais c'est des marques qui ont un branding tellement fort que ça a pu rattraper derrière ce genre de scandale. Mais quand le branding n'est pas vraiment fort et quand il n'y a pas, vous savez, des adeptes forts, des personnes qui croient corps et âme en cette marque, ça ne marche pas. Puisque la marque s'appelle The Gap, à la base ça s'appelait The Gap et c'est passé à Gap, c'est-à-dire que c'est le fossé générationnel. Ça veut dire que Gap, à chaque génération, doit se renouveler et proposer des jeans qui vont choquer l'ancienne génération, mais ils vont quand même acheter parce qu'ils sont encore attachés, ça va leur rappeler leur jeunesse, mais en même temps, proposer des jeans pour les nouvelles générations. Ça veut dire qu'il y a tout style de jeans, donc des jeans style Fashion Nova, des jeans style baggy, tous les styles de jeans en fait, sans discriminer, sans vouloir passer pour l'Amérique sympa, l'Amérique cool, middle class. En 2016, Gap a décidé de refaire un logo, donc ils ont un nouveau logo modernisé, mais ça vous prouve le branding, l'image de votre marque, ce n'est pas que le logo. Un logo, ça va pas changer la marque. Ce qui va changer, c'est les valeurs de votre entreprise, que les valeurs que vous dites à l'extérieur, ce soit les valeurs qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas créer comme ça de fausses idées aux gens parce que ça peut vous coûter votre entreprise. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il y a une entreprise qui marche ou un produit qui marche, il ne faut pas oublier son client cible, il ne faut pas oublier l'expérience du client, la qualité qu'on offre au client, ce qui a fait qu'au début le client nous aimait. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas penser qu'à l'argent, il ne faut pas penser qu'à brasser et à grandir. C'est très important le branding parce que ça permet de rester sur l'expérience du client, sur ce qu'on veut renvoyer, sur nos valeurs, ce qu'on peut faire, parce que c'est cette petite magie-là qui crée toute la différence. Là, je parle un peu en termes très scandaleux, mais voilà, qu'on se rassure. Gap, c'est vrai qu'ils ont eu un déclin. J'ai parlé de chute, mais c'est vrai que c'était un déclin. Et que j'espère qu'ils vont apprendre de leurs leçons et qu'ils vont trouver à nouveau la force de pouvoir plaire aux nouvelles générations et attirer des nouveaux clients, parce que c'est bien là le souci de Gap. Pourquoi ils ferment des magasins? Parce qu'ils ne créent plus l'engouement qu'ils ont pu créer jadis. En tout cas, l'histoire de Gap, c'est une histoire incroyable, c'est une success story à l'américaine, comme on les adore. Donc voilà pour la petite histoire incroyable de Madame Doris et Monsieur Donald Fisher, ce couple qui a lancé cette petite boutique à San Francisco en 1969 et la saga incroyable qui s'en découle. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis moi à jeudi prochain pour un nouvel épisode sur Ruiz 360 de Place to Be pour toi aussi créer ta marque. Salut! It's a party in the USA.